bonjour et merci d'être au rendez-vous. Après quelques dimanches d'absence pour cause, comme il se doit, de retransmission des Jeux Olympiques de Beijing, Dimanche en politique revient près de chez vous, en Occitanie, avec un sujet d'actualité. Au moment où s'ouvre à Paris le Salon international de l'agriculture, une question revient dans le débat. Face aux défis du changement climatique et aux attentes des consommateurs de plus en plus attentifs aux produits de qualité et à la protection de l'environnement, une agriculture durable est-elle vraiment possible en Occitanie? Pour tenter d'y répondre, nous sommes ici dans cette magnifique ferme du Merlet à Bozoul et vous allez voir qu'ici le sujet est au cœur de la question. Quel avenir pour nos enfants? Quelle image pour nos paysages? Quel visage pour nos paysans? C'est bien ça qui est en jeu. 3 millions d'hectares, plus de 60 000 exploitations. L'Occitanie reste la deuxième région agricole de France. Elle est surtout la championne du bio, comme ici dans les Pyrénées-Orientales, où cet agriculteur s'est converti il y a 40 ans. Les premiers pesticides, on était ravis, quoi, c'était l'avenir. Et puis au bout de 5-6 ans, 7 ans, mon épouse a commencé à se dire, traiter comme ça, à torse nu, sans faire attention, avec des têtes de mort partout. Mais beaucoup restent encore à convaincre. Alors, une agriculture durable est-elle possible en Occitanie? Les consommateurs ont déjà répondu à la question en plébiscitant les circuits courts et les produits locaux. Je cherche des bons produits qui ont du goût. Ce sont des produits qui ont du goût. Le bio qui vient de loin, en général, n'a aucun goût. La clientèle qui vient ici et les nouveaux sont tous des clients locaux. Viticulture, élevage, fruits et légumes. Malgré son agriculture très diversifiée, l'Occitanie a quand même perdu 14 000 exploitations en 10 ans. Une agriculture vraiment durable est-elle possible en Occitanie? Nous allons le demander aux principaux intéressés, les consommateurs et les producteurs locaux de ce petit marché de Bozoul. Nous, dans notre façon de fabriquer notre charcuterie, c'est un prolongement de l'agriculture durable. On n'a aucun intrant. Les seuls conservateurs que l'on utilise, c'est le sel et le poivre. Voilà. Et on peut travailler comme ça parce qu'on élève vraiment tout ce qu'on coupe, c'est-à-dire on maîtrise bien la matière première. Ce qui freine énormément aujourd'hui, c'est le problème économique. C'est-à-dire si tout le monde se met du jour au lendemain à travailler comme on travaille depuis des années, je pense qu'il y a un gros problème économique pour tous les marchands d'engrais, les marchands de produits phytosanitaires, les pesticides. Voilà, et je pense que le gros problème, il est là, à mon avis. Même avec une agriculture durable qui respecte le sol, qui respecte les clients, enfin ceux qui consomment cette agriculture, on y arrive. On y arrive et on a des exemples où on arrive à en vivre, avec un volume conséquent. Et c'est la grosse nouveauté d'aujourd'hui. Il faut en fait redonner confiance aux consommateurs et éliminer tout ce qui est produits chimiques. Et par contre, il faut que la politique en fait nous aide plus, nous les petits, et qu'on veut faire une agriculture vraiment sans produits chimiques et arrêter d'aider les industriels. Pourquoi vous n'êtes pas passé au bio? Alors tout simplement parce que moi pour l'instant je me porte bien comme ça et au niveau des subventions, enfin voilà, ça demande trop un coût. L'administratif, on n'en parle pas, ils nous donnent des dossiers qu'on n'en peut plus. Et puis voilà, après c'est à nous aussi de rassurer les clients en disant c'est pas parce qu'on n'est pas bio qu'on ne fait pas une agriculture raisonnée, quoi. L'agriculture durable, pour moi, ça évoque le bel avenir, déjà pour nos enfants, pour la planète, pour plein de choses. Au niveau de mes abeilles, pour qu'elles perdurent en fait dans le temps et qu'elles puissent continuer leur travail de pollinisation et de produire aussi du miel de qualité. Vous me disiez tout à l'heure que ça passe par une prise de conscience, c'est-à-dire pour aller vers l'agriculture durable. C'est pas forcément que l'agriculture, c'est aussi monsieur tout le monde quand on désherbe dans le jardin, qu'on le fasse à la main. Enfin voilà, c'est le fonctionnement de tout le monde en fait qui devrait être remis un peu en question. Les gens sont en train, commencent à le faire, mais ça serait bien que ça perdure et que ça se développe un petit peu plus. Voilà, nous par exemple, quand on veut défricher un terrain où on met les ruches, on va commencer par faire à la faucille à la main déjà avant d'attaquer avec des débroussailleurs. Voilà, on essaye de faire un minimum, de garder les haies en place, de pas trop toucher à ce qui est naturel. Voilà, rester sain et serein.
Une agriculture durable est-elle vraiment possible en Occitanie? Pour en parler, nous sommes ici à la ferme Merlet, une exploitation familiale de 200 hectares, une ferme d'élevage traditionnelle de l'Aveyron, vous le voyez, de race Aubrac. Et c'est Mathieu Cosse qui nous accueille. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc éleveur de race Aubrac en bio, et vous êtes aussi président de l'association pour la santé de la terre et du vivant. Et puis avec nous également le président des jeunes agriculteurs de l'Aveyron. Bonjour, Romain Deléris. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes en bio depuis plus de 20 ans déjà, vous êtes sorti de l'agriculture conventionnelle il y a plus de 40 ans. Ça se traduit comment? Parce que vous allez au-delà. On peut dire que vous pratiquez aujourd'hui de l'agroécologie. Oui, tout à fait. Alors, à la base, nous avons changé de système en découvrant un mode de fertilisation par des micro-organismes. Et ensuite, on a voulu développer l'utilisation de ce procédé, donc la fertilisation par micro-organismes, à toute notre exploitation. Et on a aussi développé un écosystème au sein même de l'exploitation visant l'autonomie et l'autarcie, donc pour produire notre alimentation, qui est autoproduite sur l'exploitation, avec les céréales qui sont autoconsommées, l'ajout de protéagineux. Mais aussi, il y a un autre volet, c'est le volet social. On s'est dit qu'il fallait essayer que nos produits soient accessibles localement. Donc on s'est engagé dans un magasin de producteurs pour que notre production puisse être valorisée localement sans traverser la planète. Donc ce magasin se situe à Montpellier, donc en Occitanie. Voilà. Donc ici, pas d'intrants chimiques? Voilà, cette solution, ces fertilisants naturels, bactériolite et bactériosol, nous ont permis de nous émanciper de l'utilisation d'engrais chimiques, mais aussi de produits phytosanitaires. C'est le but de cette association, donc pour la santé de la terre et du vivant. Alors, au niveau des jeunes agriculteurs, est-ce que ça vous semble une alternative viable, sortir de l'agriculture conventionnelle qui, elle, utilise les produits chimiques et a recours à la mécanisation? Je pense que la première des choses à faire, c'est déjà de reposer qu'est-ce que c'est l'agriculture conventionnelle aujourd'hui en 2022. Elle a été définie comme la plus durable au monde 3 années consécutives. Donc on est déjà dans le haut du panier, j'ai envie de dire. Donc effectivement, c'est pas parce qu'on est premier qu'il ne faut pas continuer à travailler et à progresser. C'est ça qui nous interpelle et qui nous intéresse chez les jeunes agriculteurs. Donc de toujours continuer à progresser. Donc c'est une alternative, il y en a d'autres, mais c'en est une qui est tout à fait intéressante et je pense qu'il faut toutes les explorer. Alors, avant de continuer, regardez ces chiffres. Donc, il faut rappeler quand même que la région Occitanie est leader en matière d'agriculture biologique, que l'Aveyron est le 3e département en France le plus bio, le 2e en Occitanie. Ça se traduit par environ 14% des surfaces agricoles en bio, c'est-à-dire 11% des fermes. Le cap des 1000 fermes a été dépassé l'an dernier. Donc, on va dans le bon sens, mais vous dites qu'il faut aller encore plus loin. Pourquoi vous interpellez les pouvoirs publics ? Parce qu'en fait, à mon sens, même effectivement, je souligne ce qui vient d'être dit, même si l'agriculture française est une agriculture vertueuse par rapport au reste de l'agriculture mondiale, toutefois, avec des systèmes aussi utilisateurs de produits chimiques et d'engrais classiques, on va droit dans le mur. Je pense que pour se sortir de ce schéma-là, on a besoin d'être accompagné, mais accompagné au sens de la recherche. Il existe des nouvelles solutions extraordinaires qui sont encore trop peu explorées. Alors Romain Deléris, pourquoi les chambres d'agriculture, les syndicats agricoles, FDSEA, peut-être aussi la JA, sont plutôt sceptiques, réticents, voire vis-à-vis de ces nouveaux engrais ? Je ne pense pas qu'on le soit. Je pense que la première des choses chez les jeunes agriculteurs, c'est qu'on n'oppose pas les systèmes, on n'oppose pas les agricultures. On est là pour défendre une agriculture qui soit viable et vivable. Donc à partir du moment où l'agriculture répond à ces critères-là, elle est pour nous tout à fait adaptée à notre environnement aujourd'hui. Alors soit, mais pour sortir vraiment des intrants chimiques, quels sont les freins à lever aujourd'hui selon vous pour les agriculteurs et les éleveurs ? Alors, la question de la formation est pour moi assez centrale sur ces questions-là. L'agriculture d'aujourd'hui est nettement moins utilisatrice qu'elle ne l'était et elle continue à progresser. Le département de l'Aveyron est le 80e département utilisateur de produits phytosanitaires. Donc les systèmes de polyculture élevage comme on connaît ici, on a parlé de production de fourrage, de production de céréales autoconsommées. Ça, c'est le système le plus vertueux. On a perdu un petit peu ce système-là de manière générale sur le territoire français. Donc retrouvons aussi davantage
de complémentarité entre les systèmes. Et puis, donc, je disais la formation, les agriculteurs sont des entrepreneurs indépendants qui font leur choix sur leurs exploitations et qui ont un niveau de formation de plus en plus élevé, qui continuent à se former et qui ont besoin de continuer à se former pour changer de pratique. Mathieu Cos, vous l'entendez, ce discours, mais vous parlez de modèles anciens dans lesquels on est encore ancré. Alors pour vous, pour en sortir, quels sont les freins à lever ? Les freins, ça passe justement par un accompagnement précis et technique sur un axe de recherche, d'éducation, comme il vient d'être dit, et de formation, mais de recherche, c'est-à-dire une alternative, parce que dire il faut baisser l'utilisation d'engrais chimiques, baisser les phytosanitaires sans apporter de solution, on va dans l'impasse. On l'a connu par le passé avec le glyphosate, on n'a pas voulu apporter de solution, on n'a pas pu mettre en place ce plan-là. Donc il faut vraiment faire des axes de recherche sur des alternatives. Donc des recherches agronomiques sur l'utilisation des micro-organismes en fertilisation, mais aussi en dépollution. Alors justement, Mathieu Cos, vous êtes un des pionniers de l'utilisation donc, de ces fertilisants. Marcel Mézy, du nom donc, de ce paysan chercheur qui a mis au point, à travers un cocktail de bactéries, un mélange de compost de différents végétaux, ces fertilisants qui auraient donc des vertus révolutionnaires. Allons au laboratoire de recherche de Mesagri, retrouver la directrice de ce laboratoire, donc de la SOBAC, affiliée donc à cette société qui fabrique ces fertilisants, pour en savoir plus avec Pauline Petit-Blanquet. Déjà, si vous voulez, pour comprendre, c'est que ce fertilisant est un écosystème microbien. Donc, il contient des milliers de bactéries, de champignons et de microalgues qui ont une fonction diverse et variée. Et donc, du coup, on a certaines bactéries, champignons et microalgues qui vont être impliquées dans la fertilisation donc, des cultures, dans la création d'humus, le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, du potassium. Il y en a d'autres qui sont impliquées dans la fixation de carbone, via donc le stockage du carbone dans les sols. Il y en a d'autres qui sont impliquées dans la lutte biologique. En fait, ce qui est important, c'est que cette diversité de micro-organismes avec des fonctions variées qui vont donner des diversités de fonctions, aussi bien de la fertilisation jusqu'au stockage du carbone. Quels sont les résultats obtenus ? On a au moins des rendements équivalents par rapport à une fertilisation chimique. Alors après, il faut peut-être aussi un peu de temps à ce que tout s'installe. Quand on a appris pendant des années et des années qu'il fallait fertiliser avec une fertilisation chimique NPK, qu'il fallait mettre tant d'unités pour un maïs, tant d'unités pour du blé, ça a été un peu ancré dans leur tête. Donc là, il faut aussi que les mœurs changent un peu. Mais je pense que c'est en bonne voie. Alors on l'a compris, pourquoi Mathieu Cos, la recherche, l'INRA, a mis autant de temps à s'intéresser à ces nouveaux fertilisants ? Alors, elle s'y intéresse assez récemment, mais l'agronomie en général connaît bien le système de fertilisation par les micro-organismes. Mais avoir un produit aussi élaboré, parce qu'on parlait de bactéries, mais il y a une multitude de souches dans les procédés de Marcel Mézy, il y a 28 000 souches. Donc d'avoir quelque chose d'aussi complexe, je pense que ça c'est une réelle découverte et ça demande du temps, voilà, pour arriver à comprendre le fonctionnement et à connaître ces diverses. Il y a peut-être aussi un manque de volonté des pouvoirs publics de révolutionner le système ? Complètement, puisque bon, il y a quand même toute une économie bâtie sur ce type d'agriculture, donc qui a plus de 70 ans d'âge. Et malheureusement, l'agriculteur en est victime, puisqu'on est figé dans un modèle. Mais je suis bien conscient qu'il ne faut pas stigmatiser l'agriculteur ni opposer, mais il faut être porteur de solutions. Romain Deléris, est-ce que la question du rendement pour vous est centrale quand on parle de transition écologique et de ce nouveau type de produit ? Est-ce que l'on peut allier rentabilité et durabilité ? C'est bien ce qu'on défend chez les jeunes agriculteurs. Faire moins pour faire mieux, c'est facile, mais faire autant en faisant mieux, c'est plus difficile. Et là, tout l'enjeu est là pour moi aujourd'hui. Voilà, donc moi, à mon sens, l'aspect qualitatif est trop peu mis en avant. Effectivement, il faut maintenir un niveau de production correct pour nourrir la population, mais ça c'est un leitmotiv, à mon avis, qui est un peu éculé, parce que l'agriculture produit plus, mais malgré ça, l'offre dans le monde n'a pas reculé depuis ces 20 dernières années. On produit toujours plus, on gaspille 30% de notre alimentation, c'est considérable. On peut produire autant et mieux et rendre les choses meilleures pour la santé, avec un coût environnemental bien meilleur. Alors bien parlons peut-être d'une des solutions pour aller vers cette agriculture durable, c'est sans doute la formation, comme au lycée de Carcassonne, le lycée agricole, où les futurs exploitants sont initiés aux techniques de l'agriculture biologique.
Comme tous les jeudis, c'est jour de marché au lycée Charlemagne de Carcassonne. Sur la pause de midi, le personnel du lycée peut venir récupérer des commandes de fruits et de légumes. Des produits locaux et de qualité, car tout a poussé dans l'enceinte de ce lycée agricole. Les produits ont été ramassés le matin même par les 11 élèves de première de la section horticole. Là, en fait, on vient prendre à la base les feuilles de blettes les plus grosses, tout en laissant le cœur pour ne pas tuer la plante. Apprendre à produire, à récolter, mais aussi à préparer des commandes. Ça nous apprend à faire des commandes, à gérer les stocks, à gérer l'argent aussi, parce qu'après on va les vendre. Et pour compléter ce qu'ils apprennent dans les champs, les élèves du lycée agricole ont aussi des cours en salle. C'est même l'essentiel de leur programme. Sur les 2 dernières décennies, l'enseignement agricole s'est modernisé et ouvert vers d'autres techniques, comme la culture biologique. On a une colonie de pucerons qui se développe. On va lâcher des insectes dessus. Et ce sont des micro-guêpes qui viennent pondre dans les pucerons. Lutter contre les parasites sans produits chimiques, les futurs agriculteurs l'apprennent maintenant, dès leurs études. On est censé essayer d'éviter le moins de produits chimiques avec tout ce qui est problèmes environnementaux. Donc oui, le bio est, je pense, à l'avenir quelque chose à normaliser quand même. Une évidence, parce qu'on nous l'a appris. Pour moi, ça serait important de travailler dans le bio. Oui. Une évidence pour ces jeunes et une demande forte des consommateurs à laquelle l'enseignement agricole s'est adapté. L'alimentation de demain ne sera plus produite comme avant, une révolution qui commence dans les lycées agricoles. Sous un petit crachin et devant cette magnifique ferme Merlet, donc de type monastique, que nous entamons cette deuxième partie avec nos invités. Arnaud Viala, bonjour. Bonjour. Ancien député LR, président du conseil départemental de l'Aveyron. Vincent Labarthe, bonjour, vice-président du conseil régional PS. Bonjour. Et chargé donc de l'agriculture et aussi de l'enseignement agricole. Alors d'abord, ces quelques chiffres extraits du recensement, dernier recensement agricole 2020. On voit que l'Aveyron a perdu 16% de ses exploitations. Il y a 10% d'exploitants en moins et 26% d'entre eux ont plus de 60 ans. Alors face à ces chiffres déjà, est-ce que l'urgence, plutôt que de se demander quel modèle agricole voulons-nous, n'est pas d'assurer qu'il y ait encore des agriculteurs demain ? Les deux sont liés parce que derrière ces chiffres se cache quand même une réalité qui est beaucoup moins terne, qui est que l'Aveyron est un des départements en France qui installe encore le plus de jeunes aujourd'hui. Et de surcroît, il y a une réflexion très approfondie entre la profession, les collectivités, et d'ailleurs le département s'implique le plus possible là-dedans, territoire par territoire, pour encourager les jeunes à penser l'agriculture de demain, à s'y impliquer, à s'y installer, pour travailler aussi sur le recrutement, parce qu'il y a la question du métier de salarié agricole qui est sous-jacente. Et les transitions se font, je pense, plutôt pas mal, avec effectivement des agrandissements d'exploitation, mais le maintien d'une agriculture comme on la veut ici, c'est-à-dire une agriculture basée sur la cellule familiale avec des vraies valeurs qui la sous-tendent. Pour autant, faut-il sortir du modèle conventionnel, celui qui autorise encore des entrants chimiques, la mécanisation? Est-ce que l'agroécologie, comme on l'a vu ici dans cette ferme, c'est une utopie? C'est pas une utopie, mais je ne crois pas non plus qu'il faille l'ériger en dogme. Et je pense qu'il y a de la place pour toutes les agricultures. L'agriculture conventionnelle à l'aveyronnaise, et puis comme on la connaît aussi d'ailleurs en Occitanie et plus généralement en France, à quelques exceptions près, c'est une agriculture qui est très vertueuse et qui complète très bien le panorama qu'offrent aujourd'hui des agricultures plus spécialisées avec des prises de position comme ici, sur un axe qui trouve aussi son marché. Moi, je crois très sincèrement que le bio ne peut vivre que s'il existe encore à côté une agriculture conventionnelle, parce qu'il y a une part de détermination du consommateur qui doit pouvoir se faire dans un choix. Alors Vincent Labarthe, que fait la région justement pour participer à cette mutation, notamment sur le bio, parce que l'Occitanie est la première région bio de France? C'est exact, l'Occitanie, première région bio de France, et la France d'ailleurs, premier pays européen en termes de surface depuis le dernier recensement. Ici, nous avons souhaité effectivement développer, peut-être plus qu'ailleurs, peut-être parce que les sols y correspondent mieux, les esprits aussi, et nous avons travaillé à ce sujet de façon à ce qu'on puisse embarquer un maximum de producteurs. Ça a été le cas en Aveyron, ça a été aussi le cas dans le Gers, et ça a surtout été le cas
dans une multitude de filières. Et je crois que c'est ce qui est intéressant, parce qu'on a une diversité qui exige que la pratique de l'ensemble des agricultures soit réelle. Alors, il y a des objectifs chiffrés. Dans quel cadre, très pratiquement ? Il y a des objectifs chiffrés que nous avons atteints. Ils sont fixés par le gouvernement. Nous sommes déjà ici en Occitanie au-delà. Donc j'espère que l'ambition gouvernementale sera de poursuivre et d'aller plus loin. Pour autant, il y a toujours une question qui se pose, c'est celle des marchés. Et on le voit aujourd'hui dans la filière laitière, où est-ce qu'il y a eu un très beau développement, mais le marché semble assez saturé. Il est donc important qu'on puisse aussi prendre en considération ce sujet-là. Que sont ces contrats d'agriculture durable que vous allez lancer ? Alors, les contrats d'agriculture durable qui vont être lancés par la région vont aider les agriculteurs, quels qu'ils soient. 10 000, c'est ça ? Voilà, on souhaite effectivement signer 10 000 contrats sur la mandature à venir. Et ils vont aider les agriculteurs à engager des transitions. Pour ceux qui ne sont pas au bio, ça sera peut-être pour aller vers le bio. Mais pour d'autres, ça sera peut-être de rechercher une autonomie sur l'exploitation. Ça sera peut-être d'autres sujets. Dans tous les cas de figure, l'élément central de nos contrats d'agriculture durable, c'est bien vivre le métier. Parce qu'on a aujourd'hui beaucoup trop d'agriculteurs qui ont du mal à en parler, du mal à être fiers de ce qu'ils font, alors que c'est un métier qui mérite véritablement un engagement total et une reconnaissance totale. Alors, à partir du 1er janvier 2023, la région va pouvoir gérer directement certaines aides du FEDER, le Fonds agricole de développement durable, si je ne me trompe. Qu'est-ce que vous en attendez, notamment en termes d'aide et d'objectifs sur le climat et l'environnement et l'installation? Qu'est-ce que vous en attendez? Je pense que la prise de main de la région sur la gestion de ces fonds, elle va garantir une plus grande proximité par rapport au territoire. C'est ce que veut la région et c'est ce que nous on attend de ce genre de fonctionnement. Et puis au cas par cas, dans un territoire comme le département de l'Aveyron, ce qu'il faut, c'est que nous arrivions à réussir la transition agricole qui se fait justement par rapport au passage de génération, encore une fois en permettant un équilibre entre les différents types d'agriculture. Alors à l'époque, vous étiez porteur d'une proposition de loi donc, sur la compétitivité. Oui. Quel était l'esprit? C'était d'assurer un revenu aux paysans convenable? L'esprit, c'était précisément de faire en sorte qu'on considère l'agriculture dans son entièreté. Et l'agriculteur aujourd'hui, c'est d'abord un acteur économique qui doit nourrir des populations. C'est aussi un citoyen engagé dans un territoire qui a la charge de l'entretien d'une partie du territoire et qui a sa place dans la vie sociale. Et c'est enfin quelqu'un dont l'avenir professionnel, la trajectoire professionnelle dépend de quelque chose qui est fondamental, qui est le foncier. Et donc, il y a toute une réflexion à porter sur tous ces éléments à la fois. Alors, certains sont d'avis qu'il faut reconnaître aux agriculteurs un rôle social et l'accompagner beaucoup plus fortement d'un point de vue revenu. C'est le cas de Frédéric Borte, qui est conseiller régional délégué du Rassemblement national pour l'Hérault. On l'écoute. Aujourd'hui, le marché ne permet pas d'éponger les coûts du basculement en agriculture biologique. Parce que vous savez que travailler dans le domaine de l'agriculture biologique, c'est augmenter bien sûr le nombre de personnel qui va concourir à l'activité de l'exploitation. C'est aussi en même temps vendre ces produits sensiblement plus chers alors que les rendements ont tendance à diminuer. Et donc, pour aider les agriculteurs à aller dans ce sens, il faut pouvoir les soutenir. Et aujourd'hui, le dispositif de soutien que nous avons au travers de la PAC n'intègre pas complètement cette évolution et laisse les agriculteurs seuls face au marché. Et donc, seule une partie d'entre eux peuvent arriver à se convertir à l'agriculture biologique, c'est sans doute pas suffisant. Le bio, oui, mais à condition que la société accompagne les agriculteurs sérieusement dans cette démarche. Ils sont trop en souffrance aujourd'hui. Les agriculteurs sont beaucoup endettés parce que pour mener une exploitation agricole, quelle qu'elle soit, dans le monde des céréales comme dans le monde du vin, il faut beaucoup investir. On porte beaucoup de crédits sur le dos, que ce soit parce qu'on s'est beaucoup mécanisé ou parce qu'il a fallu acheter du foncier. Et en même temps, quand on est confronté à des changements de pratiques qui rendent votre avenir commercial incertain, eh bien on a besoin d'être rassuré. Alors sur cette idée, Arnaud Viala, de reconnaître aux agriculteurs un rôle social et de les accompagner beaucoup plus fortement d'un point de vue revenu notamment. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que l'agriculteur a un rôle social, qu'il l'endosse et qu'il l'a endossé il y a très longtemps, qu'il est acteur de la vie de la société, de la vie de son territoire. Et je pense également que ce que revendiquent les agriculteurs, et ils ont raison de le faire, c'est de vivre de leur production. Et donc ce sur quoi on travaille et ce sur quoi il faut continuer de travailler, c'est la juste rémunération de l'acte de production et de la qualité du produit,
Et évidemment, c'est ça qui confère à l'agriculteur la place prépondérante qu'il a et qu'il doit conserver dans notre société, dans notre modèle social. Vincent Labarthe, la région pilote aussi désormais à travers une nouvelle organisation, un GIP, un groupement d'intérêt public, Transition ça s'appelle. En quoi ça va consister, ce nouvel organisme qui va donc piloter cette mutation vers l'agriculture durable? L'organisme était déjà existant, il est basé sur un lycée toulousain et donc c'est une plateforme agroécologique qui permet de tester les modèles et qui va justement aider les agriculteurs, dans le cadre précisément des contrats d'agriculture durable, à pouvoir travailler sur la question de la transition, qu'elle soit agroécologique, dans tous les cas de figure, elle est là aussi. Concrètement, c'est quoi? C'est un guichet unique? C'est un guichet unique et c'est une plateforme sur laquelle on teste des modèles, des nouveaux outils, quoi. De la recherche? Oui, en fait, c'est de la recherche et du développement à travers l'expérimentation. Donc c'est assez difficile à définir comme ça en 3 mots, mais c'est pour ça que j'hésite un peu. Mais en tous les cas, c'est un outil qui est complètement essentiel. Quand vous avez un agriculteur qui veut se lancer dans une transition, le faire sans tester le modèle, ça a un coût. Si le modèle a été testé par les autres, ça aura certainement beaucoup plus de vertus. C'est comme ça que l'on va conclure. Merci de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous en mars avec une série de DEP sous l'angle de la présidentielle. Très bon dimanche.